captifs fuyant la plantation. Plus que des fugitifs, ce sont les oubliés de l'histoire des résistants. Ceux qui ont eu le courage de se rebeller et de s'insurger contre le pouvoir esclavagiste. Ce sont nos saints. En premier lieu, je rends hommage aux héros et héroïnes afro-haïtiens ainsi qu'aux populations de souche qui, dès l'arrivée des Espagnols, ont cessé de combattre jusqu'à l'autoproclamation de leur république en 1804. Des années de lutte mettant en lumière des hommes et des femmes tels que la Maronne, Abdaraya Toya, une déportée et captive du Dahomey, l'actuel Bénin, qui par sa lignée de femmes guerrières en Afrique a permis à Jean-Jacques Dessalines d'apprendre les arts de la guerre. Dans son pays, le Dahomey, ces femmes étaient surnommées par la population nos mères, car elles étaient des combattantes et des guérisseuses. Elle forma à la lutte et au couteau celui qui deviendra le père de la révolution haïtienne. Je rends hommage aussi à Dutty Boukman, qui, grâce à une cérémonie qui le rend célèbre, motive un groupe de nègres marrons afin de mener de multiples insurrections qui permettront aux Africains haïtiens d'obtenir la liberté. Plus que des légendes, les sources des archives dans lesquelles je puise mes données nous renseignent précisément. Je m'appuie sur un livre qui est The Maroon Societies, en citant un extrait. À Saint-Domingue, il existait quelques bandes connues pour leurs attaques dans les plantations. Pendant la moitié du XVIIIe siècle, presque toutes ces attaques étaient focalisées dans le sud du Cap haïtien. Hommage est rendu à Macandal, qui est un prêtre vaudou, donc très redouté en Haïti. Il était originaire du royaume Congo. Il est meneur et leader de plusieurs rébellions dans le nord-ouest de l'île de Saint-Domingue. On le désigne comme bossal, car né sur le continent africain. Il est craint car il se sert de l'empoisonnement comme moyen de défense. Macandal sera brûlé le 20 janvier 1758. Que note-t-on? Que l'on se sert donc des plantes. La botanique sera très développée dans le monde des nègres marrons et très utilisée encore dans la Caraïbe, appelée également rimède rasier en créole, très utilisée bien sûr en Afrique. Les marrons tels que Polydore, Noël, Télémaque, Conga, Isaac ou Candide étaient craints et recherchés. Traqués, il n'était pas rare qu'ils soient tués. En 1635, c'est l'arrivée des colons en Martinique et un chef indien caraïbe nommé Pilote s'installe dans le sud de l'île et tient tête aux envahisseurs. Son camp se trouve près de l'Anse-Figuier, abandonnant le nord aux esclavagistes. Son nom Pilote est repris dans 2 noms de communes de la Martinique, Case-Pilote et Rivière-Pilote. Pendant des décennies, le sud de la Martinique devient un lieu d'insurrection pour les marrons et indiens, ainsi que des marrons venus de Grenade et de Saint-Vincent. Saint-Vincent sera d'ailleurs un lieu de fuite pour beaucoup de marrons des autres îles. En 1657, ce sont des marrons de Guadeloupe qui envahissent la Martinique en soutien aux marrons et indiens de la Martinique. Il y a tellement de révoltes qu'un traité sera signé le 21 décembre
1657, attribuant aux Indiens Caraïbes des territoires dans lesquels les nègres marrons se réfugient. Ce qui semble ironique, voire cynique, c'est qu'il faille signer un traité de la part du gouverneur afin d'attribuer aux Indiens Caraïbes des terres alors qu'ils étaient déjà chez eux. Les sources sont nombreuses en Martinique et il est connu et craint une bande de 500 nègres marrons dont le chef est Fabulé. C'est en 1665 que Francisque Fabulé, qui semait la pagaille dans le pays, fut arrêté et il négocia son droit à la vie en cessant de marronner et de dévaster les plantations. Il le fit contre la promesse qu'on ne s'attaquerait pas à ses hommes en échange de son travail de domestique. Puis, quelques années plus tard, il fait tuer le planteur chez qui il était. Il fuit et marronne à nouveau pendant 6 ans. Il fut repris et condamné aux galères à vie. Ces données sont vérifiables et font partie des archives nationales, section colonies. En Guadeloupe, on compte 600 nègres marrons, répartis en 4 bandes. Ils furent signalés par le ministre aux administrateurs de Martinique le 19 mars 1726. Toujours en Guadeloupe, le 31 mai 1737, 48 nègres marrons furent traduits en justice. Leur leader fut un certain Bordebois. 8 furent condamnés à être écartelés. Les nègres marrons qui étaient sur les territoires tels que Martinique, Guadeloupe, Haïti, donc dans les petites Antilles, avaient moins de chances de s'en sortir car la superficie de ces îles est restreinte. Beaucoup de fugitifs, de combattants pour la liberté, s'enfuient vers l'île de la Dominique, qui est la dernière île des petites Antilles à être mise en esclavage. Elle est la plus petite en superficie, mais sa faune et sa flore riches permettent de nombreuses caches et des moyens de subsistance, ainsi que l'appui des farouches autochtones Kalinago. Ils sont des guerriers redoutables qui seront alliés avec les nègres marrons. Ce phénomène, le marronnage, sera une des causes de la ruine de l'esclavage. Car chercher des fugitifs a un coût financier élevé et ces mêmes esclavagistes n'avaient pas envisagé une telle résistance. Il y a tout d'abord ce code noir mis en vigueur en Martinique et en Guadeloupe en 1685, puis à Saint-Domingue en 1687. En Guyane, on applique le code noir en 1704, en 1723 à La Réunion, en 1724 en Louisiane, territoire des États-Unis, et ne sera jamais appliqué au Canada français. De 1635, où l'esclavage s'établit en Martinique et en Guadeloupe, et 1685, où le code noir est établi, cela fait déjà 50 ans de marronnage, de révolte pour la liberté. Ce code noir est imposé aux captifs, et l'article 38 concerne les fugitifs. Je le cite. L'esclave qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive une autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Voici donc ce que dit l'article 38, relatif à la fuite des nègres marrons.
Cependant, tuer un fugitif fait de la main-d'œuvre en moins. Et le 14 mars 1741 à Saint-Domingue, la peine de mort pour un marron qui récidive est transformée en travaux forcés ou la sentence de la galère répétée. Les mesures pour éradiquer le marronnage sont mises en place, mais en vain. Une police montée avec chiens chasseurs de marrons et une juridiction spéciale voient le jour. Dans les 3 îles gérées par la France, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue, on comptait environ 1000 nègres marrons à capturer. Cette main-d'œuvre était aussi bien manquante que menaçante, car elle avait aussi ses alliances avec les captifs qui les aidaient à obtenir des armes, de la nourriture ou toute autre chose qui appartenait aux esclavagistes. De plus, un fugitif pris dans une ville et mis en prison faisait perdre de l'argent aux propriétaires dans la plantation. En effet, le planteur, s'il voulait récupérer le captif, devait payer le geôlier et les taxes appauvrissaient les planteurs. Visiblement, cette police montée et onéreuse ne fit pas long feu dans les colonies. Alors, on offre des primes à qui dénonce ou capture un fugitif. Le maintien d'un marron dans les geôles était onéreux, car il y avait une taxe pour payer le gardien de prison, une taxe pour les frais d'inscription, une taxe pour l'entrée et la sortie de prison et une taxe pour la nourriture journalière. Parfois, les captifs n'étaient pas réclamés et pouvaient donc être revendus au bout de 40 jours. Le 6 avril 1733 à Saint-Domingue, ce délai de 40 jours passera à 30 jours, selon les Archives nationales, section colonie. 10 ans plus tard, cette mesure sera étendue à l'île de la Martinique et cette décision fut prise par l'intendant Cluny le 31 juillet 1743. À n'importe quel endroit où l'esclavage sévissait, le marronnage n'a jamais été enrayé. Sur d'autres parties des Amériques, la négociation entre marrons et colons a permis aux marrons d'acquérir des terres tels que ceux du Suriname ou de Jamaïque, qui environ 100 ans avant l'abolition, se voient attribuer des titres de propriété à force de lutte et d'insurrection incessantes dans les plantations. La Jamaïque, par exemple, est tout d'abord sous domination espagnole. Les Anglais qui veulent la Jamaïque ont besoin de l'appui des nègres marrons, qui connaissent très bien l'environnement. Les marrons sont appelés les Freedom Fighters, les Runaways, soutenant activement les Anglais, et se verront attribuer des terres. Comment oublier la célèbre Nanny en Jamaïque, originaire du Ghana, qui a construit un camp marron et à force de lutte contre le système esclavagiste, se voit attribuer des terres dès 1740, alors que la date d'abolition en Jamaïque est le 6 août 1834. Au Suriname, ce sont les Fiimanpaansu, l'équivalent des Bushinengue de Guyane, ces Africains victimes de razzias et exploités par les Hollandais, qui obtiennent des terres avant l'abolition de l'esclavage. L'histoire les retient comme des sociétés marronnes, ainsi que les Garifuna, ces Africains marrons qui de l'île de Saint-Vincent s'installent à Belize et à Honduras. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont un peuple marron. Ou encore les Séminoles, ces Afro-Indiens, appelés les Invaincus. Il faut retenir que plus le territoire est grand et plus les luttes marronnes sont longues et prospères. C'est le cas du Brésil où Zumbi, qui créera une véritable république dès 1675, devient le chef du Quilombo de Palmares. Les mots Quilombo ou Palenque se traduisent
par les mots planque ou refuge, confectionnés par les marrons. Un autre exemple qui est Cuba, où la guerre marronne dura 52 ans. Il est intéressant de connaître la biographie d'Esteban Montero, qui marronna pendant 40 ans et qui garde un concept africain yoruba, c'est-à-dire un culte aux ancêtres que lui ont enseigné ses parents. Concept où il puise sa force auprès des orishas, des divinités. Je citerai également Bayano au Panama. Je mets en lumière également les Freedom Fighters, les grands nègres marrons des États-Unis, tels que Frédéric Douglass. Il est intéressant de lire son livre « Mémoire d'un esclave », où il explique l'abandon forcé et la vente de sa mère alors qu'il n'a que 2 mois, les fuites et ruses de sa mère pour venir le voir enfant sur une autre plantation. Lui apprendra à lire tout seul, vers 12 ans. À 16 ans, il monte une église, puis part en marronnage dans le nord des États-Unis, non esclavagiste, contrairement aux 13 États sudistes. Il deviendra ensuite abolitionniste, conférencier, écrivain. Ce destin est similaire pour Sojourner Truth, bien qu'elle fera écrire ses mémoires. Mais de son destin d'Africaine kidnappée à son mariage forcé avec un autre esclave plus âgé, à sa fuite pour marronnage, elle devient également conférencière et se bat pour l'obtention de terres et pour les affranchis des titres de propriété ainsi que l'accès au travail pour les Afro-Américains. Sans oublier la grande Harriet Tubman, qui par l'intermédiaire du chemin de fer clandestin aux États-Unis, permit à plus de 800 esclaves de s'échapper et de rejoindre le Nord. Voyez, la liste est non exhaustive. Et je m'arrête là. Et encore une fois, les mettre en lumière, c'est commémorer en leur rendant hommage. C'est les faire exister à travers nous, car nous sommes nos ancêtres. L'ADN ne meurt pas. J'ajoute une chose, un objet, une similitude qu'ont côtoyé tous ces hommes et femmes que l'histoire veut occulter. C'est l'usage du tambour, du drum, la percussion, le rythme, le son qui résonne. Il est aussi un personnage, un facteur commun à tous ces endroits. Il fut le langage codé de ces hommes et femmes et l'héritage à jamais dans nos vies. Alors, tente pour écouter, écoutez pour comprendre qui nous nouillait.